Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au CAREP. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation de votre dossier intitulé Le colonialisme de peuplement, application empirique et approche théorique qui vient donc de paraître dans la revue internationale de politique comparée. L'un des objectifs de ce numéro est de réfléchir aux raisons pour lesquelles le colonialisme de peuplement reste un outil d'analyse, de comparaison des situations coloniales très largement à la marge des travaux de sciences sociales francophones, en comparaison bien sûr avec les travaux anglophones, qui depuis au moins 2 décennies accordent une place centrale à ce paradigme. Donc, quand on parle de colonialisme de peuplement, les deux noms qui nous viennent évidemment immédiatement à l'esprit sont Lorenzo Veracini, Patrick Wolff, qui tous les deux ont appuyé la thèse d'une différenciation fondamentale entre les formes de colonialisme classique, dit colonialisme aussi d'exploitation, et le colonialisme de peuplement, qui engage quant à lui une immigration de masse, un transfert des terres et un renversement démographique au profit des colons. Dans la littérature anglo-saxonne, la comparaison s'articule le plus souvent autour de 3 cas: l'Australie, les États-Unis, l'Australie et donc le Canada, tandis que d'autres contextes demeurent beaucoup moins exploités, beaucoup moins travaillés, comme par exemple l'Algérie, y compris dans la littérature anglo-saxonne, qui reste un cas limite, évidemment, puisque c'est un cas où la colonisation de peuplement a échoué, alors même qu'au cœur de ce paradigme, on a bien l'idée d'une élimination des autochtones, des populations autochtones. Pour la Palestine, toujours dans les littératures anglo-saxonnes, on a à l'inverse une immense quantité de travaux au point où la Palestine devient presque un incontournable des travaux du settler colonialism. Paradigme incontournable au moins depuis 2012, j'allais dire, depuis la parution en anglais dans la revue Settler Colonial Studies d'un numéro intitulé Past is Present, Settler Colonialism in Palestine, pour les 4 auteurs qui ont co-dirigé ce numéro. Euh, cette approche n'est pas nouvelle, cette approche le paradigme de colonisation de peuplement s'inscrit dans une tradition longue de travaux qui, depuis les années 60-70, analysent, appréhendent la situation en Palestine à travers ce paradigme. Donc les auteurs de ce numéro avaient justement pour objectif de renouer avec cet héritage, de sortir du paradigme d'Oslo, qui lui avait contribué justement à effacer l'héritage colonial du sionisme. Et c'est d'ailleurs avec l'un des co-auteurs de ce numéro, Omar Jarbari Salamanca, que nous avions organisé ici au CAREP une journée d'études consacrée à la Palestine et l'Algérie. L'objectif de cet événement scientifique n'était pas de comparer l'Algérie et la Palestine à partir de la seule analyse croisée des mécanismes de domination, c'était de mettre en parallèle ces 2 cas pour justement saisir les mobilisations croisées de ces 2 mouvements révolutionnaires, puisqu'Algériens et Palestiniens ont longtemps mobilisé ensemble, et qu'Alger était la base arrière de l'OLP. Donc, et puis la mise en parallèle de ces 2 cas était aussi une manière pour nous de dépasser justement des critiques présentes chez de nombreux intellectuels, y compris palestiniens, qui considèrent le colonialisme de peuplement comme un paradigme totalisant qui ne laisse aucune perspective pour penser les formes possibles de décolonisation. Donc, en somme, notre approche était un petit peu semblable à ce que tu fais, Marie-Violaine, dans ton papier. Mais avant de te laisser la parole, on va d'abord peut-être donner la parole à Abdelkarim Amgaï. Alors, je vous présente en quelques mots. Vous êtes politologue, diplômé de Sciences Po Paris, de l'Université d'Ottawa également. Vous enseignez depuis 2020 la politique comparée au Doha Institute et vous êtes spécialiste des questions de gouvernance, du populisme, de la gouvernance démocratique. Vous êtes aussi évidemment membre du comité de rédaction de la Revue internationale de politique comparée. Dans l'introduction, on sent bien que ce numéro n'a pas forcément été bien reçu. Ou en tout cas, qu'il a suscité des réactions, parfois même violentes, c'est ce qui est noté dans l'introduction, avant peut-être que votre revue ne l'accepte. Comment, de votre point de vue, cela s'explique? Comment vous analysez ces réactions? Pourquoi ce dossier finalement a-t-il mis si longtemps à voir le jour? Bonsoir tout le monde.
Tout d'abord, merci Laïla pour cette invitation. Je me permets de vous remercier tous de votre présence au nom de la revue internationale de politique comparée. C'est un immense plaisir d'assister à cette table ronde pour pouvoir présenter ce numéro spécial duquel je suis personnellement extrêmement fier parce qu'il a pris du temps. Mes deux chers collègues, Marion et Katharina, ont été très patientes avec nous et ça a pris du temps. La première fois, je crois qu'on s'est rencontrés, on a organisé une rencontre en ligne. C'était au mois de juin, je me rappelle, juin-juillet 2023. Puis finalement, 2 ans après, on a pu avoir le numéro, on va dire, finalement sorti en ligne, puis en format papier. Ça n'a pas été du tout repos. Moi, personnellement, je dirais que le cheminement de ce numéro spécial, on peut le séparer en 2 temps. Le premier temps, c'est avant le 7 octobre et le deuxième temps, après le 7 octobre. Parce qu'en fait, au niveau du comité de rédaction, il y a eu un débat. Peut-être vous donner une petite présentation de notre revue. La revue internationale de politique comparée, c'est une revue qui vient de fêter ses 30 ans cette année-là. C'est une revue multidisciplinaire, mais vraiment basée sur, on va dire, elle donne beaucoup d'intérêt aux études comparées en politique, en sciences politiques en particulier. C'est un comité de rédaction qui englobe beaucoup de personnes de, de pays divers, de traditions académiques diverses, puis aussi mais majoritairement, on va dire, majoritairement des gens qui s'inscrivent dans la façon de faire de la science politique un peu traditionnelle, post-positiviste, on va dire critique, mais pas trop. Puis recevoir puis recevoir un numéro. Puis je vois Yasmine qui est une ancienne étudiante parce qu'elle connaît un peu mon épistémologie. Elle sait que j'ai dû faire beaucoup d'efforts épistémologiques pour assurer le suivi de ce numéro-là. En fait, il y a eu une discussion parce que tout d'abord, c'est une thématique. Dans le colonialisme du peuplement, la première réflexion, la première réaction qu'on a, c'est forcément Palestine-Israël. Et le fait que beaucoup de papiers dans la proposition de dossier, il y avait au moins, on va dire, 80% des papiers qui étaient sur Palestine et Israël, ça a suscité un débat au niveau du comité de rédaction, surtout de la part de nos collègues français. J'ouvre une parenthèse, c'était en plein milieu d'accusations contre le milieu académique français d'adopter une certaine approche, on va dire, je résumerai ça, forme gauche islamo-gauchiste, etc. Donc, c'était un environnement dans lequel beaucoup de nos collègues vivaient sous beaucoup de pression. Avoir un numéro sur Israël-Palestine, ça a suscité un débat, ça a suscité même une anxiété chez certains de mes collègues à l'époque. Puis finalement, aussi beaucoup on va dire, de support par rapport à d'autres collègues qui sont peut-être plus jeunes, qui travaillent un peu plus sur les questions sur le Sud global, comme on dirait aujourd'hui, qui sont plus ouverts sur d'autres traditions épistémologiques, théoriques, etc. Euh, Ce débat clos, après, le cheminement a été un cheminement normal du tout numéro dans lequel on s'est posé la question. C'est une de nos premières rencontres, ça a été de s'assurer que ce ne soit pas uniquement Palestine-Israël, qu'on ait d'autres cas. Donc, il y a eu un article sur les États-Unis, les Premières Nations aux États-Unis. Il y a aussi un article très intéressant traduit dans l'anglais en français sur l'Algérie, mais majoritairement tous les articles portent sur Palestine, Israël, que ce soit à l'intérieur des territoires occupés 48 ou même par rapport aux relations sur le Golfe, les Émirats arabes unis, par rapport aux relations avec Israël. Puis le 7 octobre est venu. Quand le 7 octobre est venu, on n'avait pas toujours reçu tous les papiers. Soudain, ça a été de plus en plus difficile de trouver des évaluateurs, pour plusieurs raisons, à mon avis. Les gens s'excusent euh, pour diverses raisons.
Évidemment, on sait tous que c'est de plus en plus compliqué de solliciter des collègues comme évaluateurs d'articles. Il y a tellement d'occupations, ils sont tous occupés, pas mal de responsabilités. Puis il y a aussi une réalité dans cette hiérarchie qui s'instaure dans les milieux des revues. C'est toujours plus prestigieux d'évaluer un article pour une revue. La revue internationale de politique comparée, c'est peut-être pas la revue la plus connue. Puis en fait, en plus, c'est une revue francophone. Mais ce qui a particulièrement attiré mon attention, c'était deux éléments. Beaucoup de personnes qui avaient les capacités intellectuelles de faire l'évaluation de nos articles étaient extrêmement occupées par exemple, francophones dans les plateaux de médias. Ils n'avaient pas vraiment, parce qu'ils devaient se défendre, ils devaient défendre une position, ils devaient expliquer. Donc, un mois, 2 mois, sur les plateaux de télévision, c'est prenant. Le deuxième élément, qui n'est pas forcément dit, je crois qu'il y a aussi une sorte d'appréhension, parce qu'on sait que le 7 octobre, dans les semaines qui ont suivi, ça a été très difficile, je dirais particulièrement pour nos collègues français, de se présenter comme défenseurs de la cause palestinienne. Donc, il y a aussi cette appréhension. Paradoxalement, les choses, je dirais, entre guillemets, se sont améliorées au bout de 3 à 4 mois quand on a commencé à savoir que ce qui se passait au Gaza, ce n'était pas forcément une opération sécuritaire. Et quand on a commencé à parler de, de vider, j'utilise les mots, de vider Gaza de sa population, c'est là où, on va dire, euh, on n'avait plus à justifier de la pertinence d'un numéro spécial sur le colonialisme de peuplement parce qu'on était en train de voir cela sur le terrain. Puis les choses ont commencé à aller plus rapidement, que ce soit une plus grande facilité à trouver des évaluateurs, une plus grande interaction. Puis finalement, les 6 derniers mois, ça a été extrêmement rapide. On a avancé rapidement pour finaliser ce numéro-là. Je dirais pour conclure que euh, c'est un appel que je lance à toutes et à tous les chercheurs qui seraient intéressés de travailler sur ces thématiques-là. Vous trouverez dans notre revue une revue qui vous accompagnera et qui est très ouverte à toutes les perspectives épistémologiques, mais aussi même aux thèmes qui peuvent paraître les plus sensibles. Merci beaucoup, Abdelkarim, merci. Je vais maintenant me tourner vers vous, Katharina. Vous êtes docteur en sociologie, diplômé de l'EHESS. Vous enseignez la science politique à l'Université de Lille. Vos travaux portent sur l'engagement militant et les mouvements sociaux, sur le militantisme religieux, les rapports coloniaux en Israël-Palestine. Vous êtes par ailleurs cofondatrice et membre du comité de rédaction du collectif de chercheurs Yarni. Katharina, dans votre introduction extrêmement claire et riche, écrite à 4 mains, il faut le dire, avec Marion Lecoquière, vous vous concentrez sur 3 points. Le premier, les raisons du décalage donc, entre cette production scientifique foisonnante en langue anglaise et beaucoup plus timide en langue française. Deuxième point, les apports de ce paradigme grâce à l'étude de différents objets comme la Terre, mais aussi l'autochtonie, puisque le colonialisme de peuplement engage toujours des processus d'indigénisation des autochtones. Et enfin, le dernier point est consacré aux limites de ce paradigme, en particulier dans le cas d'Israël et de la Palestine. Est-ce qu'on peut juste donc suivre la trame de votre introduction et commencer peut-être par les raisons pour lesquelles ce paradigme reste, selon vous, encore très à la marge des sciences sociales en France, en français en France, mais aussi donc dans l'introduction, vous évoquez d'autres espaces francophones comme la Belgique ou le Canada. Donc, qu'en est-il là-bas? Et existe-t-il les mêmes types de blocages euh, et selon vous, peut-on donc parler d'une exception académique française sur cette question-là? Donc déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Merci au CAREP, donc et à la Revue internationale de Paris d'avoir organisé cette soirée.
Je suis vraiment heureuse d'être là pour présenter ce travail qui est donc, comme vous le disiez, un travail collectif que j'ai mené avec ma collègue Marion Lecoquière, qui est, elle, géographe, et qui a travaillé plutôt sur les usages de l'espace dans la résistance palestinienne. Euh, et donc, c'est un travail dont nous sommes toutes les deux extrêmement fiers et puis extrêmement soulagés aussi qu'il ait enfin vu le jour. Je vais dire deux mots juste sur notre démarche commune avant de répondre à la question de Leïla. Donc, en fait, Marion et moi, nous nous sommes rencontrés sur le terrain en Palestine et finalement, nous avons fait un constat qui était le suivant de se dire que le colonialisme de peuplement, c'est d'abord quelque chose que nous avons rencontré comme étant une réalité, en fait, sur le terrain. Et puis aussi, voilà, un cadre analytique que nous avons découvert dans nos parcours intellectuels respectifs pendant nos thèses, jusqu'à en faire le cadre théorique dans nos travaux respectifs. Mais on a fait également le constat, toutes les deux, d'une certaine insatisfaction. Alors, premièrement, parce que, vous l'avez déjà dit, voilà, il y a très peu de choses en français sur ce sujet-là. Et puis, parce que même en anglais, où la littérature est beaucoup plus importante, euh, nous avions l'impression qu'il y a quand même énormément de réflexions qui restent très théoriques, très générales. Il y a beaucoup plus de travaux d'historiens et d'historiennes que de sociologues ou de politistes, à quelques exceptions près, bien sûr. Et du coup, le projet de ce dossier était, comme le titre l'indique, de proposer à la fois des applications empiriques de ce cadre d'analyse, donc très ancré empiriquement dans des cas d'études très précis, et puis aussi d'en faire une discussion critique, et j'entends critique au sens constructif du terme, d'en mettre en évidence les apports mais aussi les limites, comme vous le rappelez tout à l'heure, et puis de le faire dialoguer avec d'autres courants. Au départ, notre projet initial, en effet, portait exclusivement sur Palestine-Israël. Et je pense que je parle au nom de Marion aussi en disant que nous sommes vraiment reconnaissantes à la Revue internationale de politique comparée de nous avoir encouragés à inclure d'autres cadres d'études, puisque finalement, le fait de permettre la comparaison, c'est une des forces en fait du paradigme du colonialisme de peuplement. Donc ce processus éditorial a été très long, comme on le disait, 4 ans entre nos premières discussions à Marion et moi. Non, non, à Marion et moi, c'était juin 2021 quand on a commencé à réfléchir à ce numéro et août 2025 quand il a vu le jour. Donc ça a été très long. Il a été, donc voilà, ça c'est l'histoire que vous connaissez pas, mais avant l'accord de la Revue internationale politique comparée que nous avons eu en janvier 2023. Avant cela, ce projet éditorial a été refusé par 4 revues de sciences sociales françaises. Euh, donc voilà, il a fallu s'accrocher. Et ça me permet de répondre donc à votre question, c'est-à-dire que personnellement, je pense que c'est pas un hasard non plus si finalement elle a été acceptée par une revue belge et pas par une revue française. Dans les cas, nous, ce qu'on a essayé de faire dans la première partie de l'introduction, c'est de faire un retour sur les débats autour du postcolonial dans l'espace francophone. Enfin, en fait, on a choisi France, Québec et Belgique tout simplement parce que c'est là qu'il y a une production scientifique importante en français. Et, euh, et ce qu'on voit, c'est que globalement, en tout cas, on a l'impression que le débat en Belgique est quand même moins crispé. Donc, s'il y a une exception, c'est peut-être une exception belge plutôt. Débat moins crispé. La décolonisation est plus présente aussi dans des initiatives institutionnelles comme concept. C'est pas pour dire que voilà que c'est acquis dans le débat public et scientifique, mais en tout cas, on a eu cette impression-là. Au Québec comme en France, il y a une opposition qui reprend l'un des arguments qui sont mobilisés en France, à savoir le fait que le courant postcolonial et puis les études sur le colonialisme de peuplement qui s'en détachent, mais
quand même, la théorie postcoloniale est quand même le berceau, en fait, de la réflexion ensuite sur le colonialisme et le peuplement, et bah, que ces courants-là seraient une importation anglo-saxonne, notamment une importation des États-Unis, et du coup incompatible quelque part avec un idéal républicain, universaliste. Ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent en France aussi, mais au Québec aussi. Et puis, de la part, là, en revanche, de chercheurs et chercheuses autochtones, une opposition euh, postcoloniale, en ceci que, voilà, qu'il y aurait ce préfixe post qui laisserait croire que c'est quelque chose qui n'existe plus, alors que c'est bien présent au Canada encore. Mais il faut dire après que le Canada est un cas vraiment particulier, puisqu'au Canada, il y a aussi, au Québec, il y a aussi un déni du colonial de la part de la population francophone qui se considère elle-même comme étant colonisée par les Britanniques. Donc voilà, il y a tout ça qui se met. Mais de manière générale, je dirais que l'opposition à ce paradigme-là, cette grille d'analyse-là, se base en fait, mobilise en fait les mêmes raisons que l'opposition au postcolonial. Donc, une importation anglo-saxonne qui serait incompatible avec certaines valeurs qui guideraient la recherche en sciences sociales. Pour ce qui est vraiment le cas de la France, une opposition à une présupposée prééminence de la race sur la race. Or, la sociologie française est une sociologie, dès le départ, très focalisée sur la domination de classe. Et donc, il y a cette idée que si on parle voilà, de race, d'autochtonie, etc., quelque part, on viendrait occulter les rapports de domination de classe. Et donc, c'est peut-être aussi en partie les raisons qui ont rendu ce parcours éditorial si compliqué. Merci beaucoup, Katharina. Euh, oui, donc vous êtes revenu sur le postcolonialisme que vous décrivez. En fait, vous décrivez une scène académique française qui serait aussi réticente à l'approche postcoloniale qu'elle ne l'est pour le colonialisme de peuplement, de manière générale, mais il faut bien le dire pour ce qui est du contexte Israël-Palestine en particulier. Pour le contexte Israël-Palestine, on a souvent deux grandes objections, on va dire, qui seraient de l'ordre de l'exception. L'exception de ce cas particulier qu'est Israël-Palestine. Première exception, il n'existe pas de métropole. Et deuxième exception, qui tient à l'appropriation de la terre, ou en tout cas à l'inscription d'une continuité religieuse et historique sur cette terre. Or, ce que vous montrez très bien, c'est que justement, le recours au colonialisme de peuplement permet de désamorcer cette critique en disant, en fait, quand on regarde le colonialisme de peuplement et les autres cas de colonialisme de peuplement, on comprend bien qu'il ne s'agit pas là d'exception, puisque d'autres cas nous informent aussi sur des colonialistes de peuplement qui se réclament d'une historicité sur la terre, qui se réclament aussi même d'un aspect religieux, la question aussi de la métropole est bien plus complexe qu'elle est présentée par les tenants de cette critique. Euh, Comment pouvez-vous résumer ces apports? Et selon vous, spécifiquement sur le terrain Israël-Palestine, qu'est-ce que ce paradigme nous permet de dire sur la situation en Israël-Palestine? Euh, alors, ce que nous avons fait dans cette introduction, c'est vraiment essayer cette introduction qui est vraiment un article assez atypique, on peut dire assez hybride, parce que c'est à la fois l'introduction du dossier et puis un article où on a essayé de dresser un état de l'art le plus complet possible, hein, on ne peut jamais prétendre à l'exhaustivité. Euh, et donc, ce faisant, nous avons essayé, comme je le disais, d'identifier les apports et les limites euh, sur plusieurs terrains, évidemment, pas que sur le terrain palestinien. Euh, et alors, si je devais me concentrer exclusivement, enfin voilà, ça dans une deuxième partie. Dans la troisième partie, nous avons par contre pris ce terrain israélo-palestinien comme exemple comme cas que nous avons défini à la fois exemplaire et controversé. Et donc exemplaire parce que, en effet, cette réflexion autour du colonialisme de peuplement et la manière dont
ce champ d'études cherche à s'institutionnaliser depuis une quinzaine d'années, hein. La revue Settler Colonial Studies a été fondée en 2011. Euh, et bah, a pris vraiment le cas palestinien comme un cas exemplaire. C'est-à-dire qu'il y a, si vous regardez les publications de cette revue en particulier, il y a vraiment un nombre disproportionné d'articles qui sont publiés qui portent sur Israël-Palestine plutôt que sur d'autres terrains. Mais controversé donc pour les raisons que vous venez d'évoquer. Euh, alors, je vais dire deux mots d'abord sur notre positionnement à Marion et moi que nous avons essayé de défendre dans l'article et dans le numéro, et puis je répondrai donc à votre question. D'abord, pour nous, ce qui est très important, ce que nous avons essayé de montrer dans cet article, c'est que en fait, ce cadre d'analyse-là, il donne lieu à un véritable débat épistémologique qui est très riche, qui peut vraiment apporter des choses intéressantes et nouvelles à la réflexion, que c'est pas seulement un enjeu de définition que de dire c'est une colonie de peuplement plutôt qu'une colonie d'exploitation, et que donc pour cette raison-là, parce qu'il soulève tout un tas de questions, bah, ça mériterait vraiment une place dans les sciences sociales francophones. Euh, Nous défendons aussi l'idée que si la dimension politique de cet outil d'analyse est tout à fait centrale, et aujourd'hui on le voit plus que jamais, on peut peut-être la mettre à distance 2 minutes dans le cadre de l'analyse scientifique et se limiter à dire qu'en fait ce cadre d'analyse-là, il est tout simplement pertinent pour rendre compte de ce qui se joue aujourd'hui en Palestine-Israël et de ce qui a été l'histoire en fait de cette région. Que, en fait, et ça, c'est ce que moi, je enseigne à mes étudiants, à mes étudiantes à longueur de journée, c'est de dire, en vrai, si on ne met pas ces lunettes-là, en quelque sorte, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe et ce qui se joue sur ce terrain. Donc, on ne peut pas faire l'impasse sur ça. Mais aussi, encore une fois, on ne peut pas non plus avoir voilà, un usage complètement rigide, normatif de ce paradigme. Et par exemple, ce qu'on a vraiment essayé de faire dans le dossier, c'est de le mettre en dialogue. Ça, c'est ce que font vraiment les auteurs et autrices avec d'autres cadres d'analyse. Alors, pour deux raisons, je pense. D'abord parce que, comme je m'obstine à le dire et à l'écrire partout, forcément, aucun paradigme ne peut suffire à lui seul pour rendre compte d'une situation complexe. Cela me semble aller de soi. Et puis, c'est ça que je trouvais intéressant dans notre dossier, parce que je pense que nous sommes aussi une génération de chercheurs et chercheuses qui ne réfléchissons plus comme ça. En fait, on n'est pas là en train de défendre une chapelle, un courant une école de pensée seulement, mais au contraire, on a compris que ce qui fait la richesse de nos analyses, c'est d'aller aussi chercher des éléments euh, dans dans plusieurs courants de la recherche et de les faire dialoguer entre eux, avec évidemment en respectant comment dire, un principe de non-contradiction, puisqu'on reconciliera jamais les études sur le colonialisme, le peuplement et l'historiographie sioniste, ça c'est sûr. Donc voilà, donc juste se limiter à dire, c'est vraiment pertinent parce que ça permet de comprendre des choses. Quant aux deux contre-arguments que vous avez cités, qui sont le plus souvent mobilisés, ce qu'on a montré, mais en s'appuyant sur une littérature, encore une fois, qui est vraiment très importante, c'est que bah, l'argument de l'absence de métropole, dans le cas israélo-palestinien, il ne marche pas parce que précisément l'absence de métropole ou la mise à distance de la métropole est une des caractéristiques fondamentales du colonialisme de peuplement. Euh, ça a été le cas en Algérie aussi, hein, où les colons français ont cherché à obtenir une indépendance vis-à-vis de Paris, vis-à-vis des politiques imposées par Paris en Algérie, etc. Au point que, Michael Séguin le rappelle aussi dans son article, dans ce dossier, on distingue aussi un colonialisme de métropole, pour parler du colonialisme
classique d'exploitation d'un colonialisme de peuplement. Enfin, c'est pas du tout la même logique. Pour ne pas parler du fait que dans le cas palestinien, bon, on peut quand même considérer que la Grande-Bretagne d'abord, puis les États-Unis ont servi à différents moments, de manière non linéaire, etc., mais ont aussi joué ce rôle de métropole en quelque sorte. Et pour ce qui est du deuxième contre-argument, de la deuxième critique, bah, en fait, pareil, il y a une littérature vraiment immense qui montre comment nationalisme et colonialisme, mouvements religieux et mouvements coloniaux sont très fortement imbriqués. Cela a été le cas dans plusieurs, plusieurs situations de colonisation de peuplement, par exemple en Afrique du Sud, mais dans plein d'autres. Euh, où donc ça va de pair avec la colonisation, voire c'est instrumentalisé vraiment pour servir la colonisation. Attention, néanmoins, là, par exemple, c'est une autre limite que nous soulevons. C'est vrai que dans le cas palestinien, beaucoup de travaux qui mobilisent le cadre du colonialisme de peuplement ont eu tendance à évacuer complètement la dimension nationale ou religieuse du sionisme. Et là, voilà, là, c'est encore une fois, c'est une limite, c'est une discussion qu'on devrait pouvoir avoir de manière tout à fait sereine. Alors, il y a un tas de chercheurs palestiniens comme le juriste Raif Zraï qui pointe le fait que il faut pouvoir penser l'articulation entre nationalisme, mouvement religieux, mouvement colonial, en parlant du sionisme. C'est le point qui concerne les limites en fait de ce paradigme, d'autant plus lorsqu'il est appliqué au cas Israël-Palestine, puisque beaucoup de chercheurs, y compris palestiniens, le critiquent. Alors le critiquent pour plusieurs raisons, notamment pour première raison, ce paradigme enlève toute forme d'agentivité, comme on dit dans le monde des sciences sociales, aux acteurs autochtones, donc aux Palestiniens, et il enferme en fait la situation qui est toujours une situation ouverte en fait pour les autochtones palestiniens dans un paradigme qui en fait ne permet plus de penser les perspectives décoloniales. Et évidemment, enferme les Palestiniens dans quelque chose qui fait que leur lutte de libération nationale n'a presque plus de sens pour ce paradigme-là, puisqu'il est quand même très enfermant, en tout cas pour ce qui est des trois cas paradigmatiques dont on parlait tout à l'heure, c'est le Canada, les États-Unis. Donc, il y a cette première critique et j'aimerais savoir d'abord, vous, en tant que co-autrice et co-directrice du numéro, comment vous pensez cette critique qui est essentiellement formulée par Rana Barakat en Palestine, mais aussi les différents papiers de ce numéro. Est-ce que c'est quelque chose qui a compté en fait pour l'écriture, pour penser ce numéro de manière globale? Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment notre projet initial, comme je le disais tout à l'heure, d'essayer en fait, de prendre ce paradigme, ce concept. C'est parce que c'est un concept qui est devenu un paradigme et qui après est devenu un champ d'études qui essaye de s'institutionnaliser. Et donc l'idée, c'est de le regarder, d'en faire la généalogie ou les généalogies plurielles, de le décortiquer et en faisant tout ça, encore une fois, regarder ce qu'il apporte et et quelles sont ses limites. Pour ce qui est du cas palestinien et de la critique, euh, qui est donc en fait une critique qui vient plus largement aussi sur d'autres cas d'études, sur d'autres terrains de ce qu'on appelle les Indigenous Studies, les études autochtones. On pourrait traduire à l'égard du colonialisme peuplement en disant, bah, en gros, comme les colons effacent les autochtones, pour le dire vite, et bah, les études sur le colonialisme peuplement effacent les études sur l'autochtonie, quoi. Puisque, voilà, on a des travaux comme vous le disiez, bah, qui se concentre beaucoup plus sur la domination coloniale, qui permettent moins de voir les formes de résistance, les formes de résilience. Il y a une question dont on traite dans l'introduction, qui est celle de la décolonisation, qui est la véritable question épineuse à poser à ce paradigme, puisque si vous lisez Veracini ou Woolf, en gros, il n'y a pas de possibilité de décolonisation, quoi. Notamment dans le cas palestinien, et il y a un pessimisme avéré.
Donc, cette critique-là, elle est très pertinente. Euh, il faut vraiment la prendre en compte. Il y a beaucoup de chercheurs et de chercheuses, notamment palestiniens, palestiniennes, qui se penchent sur ça. Et voilà, je pense que ça revient vraiment à notre démarche dans ce numéro, que de dire il faut prôner le dialogue, il faut avoir une approche critique de ce paradigme, il faut le faire, l'articuler, le faire dialoguer avec d'autres courants. Et je pense que c'est ce que font à l'heure de différentes manières tous les articles de ce numéro en allant voir déjà voilà comment on peut avoir des dialogues fructueux, comment par exemple on peut envisager aussi la décolonisation des identités coloniales elles-mêmes. Donc il y a deux articles sur ça, de Michael Séguin et Taldor sur en fait, la déconstruction de la colonialité de la part des Israéliens et des Israéliennes, mais aussi, et ça c'est très intéressant, aller voir euh, une autre chose qui nous semble que ce paradigme occulte, c'est euh, tout un tas de réseaux et d'intérêts économiques, mais pas que, qui en fait dépassent la stricte opposition coloniale aux colons autochtones, donc dans ce cas israélien, palestinien. Et que pareil, il y a une certaine rigidité quand même dans ce paradigme euh, qu'on qu'on ne dépasse pas si on ne va pas voir ailleurs. Alors voilà, on ne peut pas non plus penser que dans le cas, comme c'est le cas de la Palestine, les colonies de peuplement, mais on pourrait parler aussi de la Kanaki, Nouvelle-Calédonie, enfin les colonies de peuplement qui existent encore aujourd'hui, elles sont forcément insérées dans un monde globalisé. Et en ce sens, en fait, ces autres réseaux-là, qui sont extérieurs, encore une fois, au cadre de la domination coloniale à proprement parler, ces autres réseaux-là impactent aussi forcément la domination coloniale. Donc c'est le cas, voilà, des articles de Benoît Chaland et Antti Tarvainen sur les réseaux. De la high-tech entre Israël-Palestine et certains pays du Golfe, ou évidemment le cas de l'article de Marie-Violaine sur les réseaux de solidarité transnationale entre l'Irlande et la Palestine. Merci. Merci beaucoup. Justement, donc on passe maintenant la parole à Marie-Violaine. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, au sein du laboratoire Center for Anglophone Studies, spécialiste donc de civilisation irlandaise et britannique. Vos recherches portent sur l'impact de l'histoire coloniale irlandaise, sur la politique étrangère de la République d'Irlande et sur la formation de réseaux de solidarité transnationale. Vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages. Civil Society, Postcolonialism and Transnational Solidarity, The Irish and the Middle East Conflict chez Palgrave en 2016 et plus récemment The Irish Against the War, Postcolonial Identity and Political Activism in Contemporary Ireland chez Peter Lang, 2024. Justement, je vous laisse peut-être présenter votre papier qui justement décentre en fait ce dit en fait, de ce paradigme de colonialisme de peuplement qui dépasse de toute façon cette critique puisque justement vous pensez les réseaux de solidarité transnationaux. On a récemment, depuis 2023, vu la solidarité singulière de l'Irlande vis-à-vis de la Palestine. Et donc, votre papier permet justement de restituer cette solidarité dans une histoire longue des années troubles. Je vous laisse la parole. Prenez votre temps pour présenter votre papier. Merci beaucoup. Je vais moi aussi commencer par apporter un grand merci à Katerina et Marion d'avoir persévéré pour leur enthousiasme et l'énergie qu'elles ont mise pour ce numéro. Aussi bien sûr la revue et le CAREP qui nous accueille ce soir. Effectivement, depuis ces dernières années, le soutien particulier qu'apporte la République d'Irlande, la diplomatie de la République d'Irlande envers la cause palestinienne est devenu plus visible, mais je vais essayer j'ai essayé de montrer dans cet article les racines d'un soutien qui est beaucoup plus ancien. Alors, moi, j'avais beaucoup manipulé dans mes différents travaux
l'hypothèse postcoloniale. Et j'ai été invitée pour ce numéro à travailler en particulier avec ce paradigme du colonialisme de peuplement et en particulier de l'utiliser comme cadre de lecture pour une analyse tout à fait pragmatique puisque j'ai décidé de me concentrer sur les publications républicaines qui ont été faites pendant la période des troubles en Irlande du Nord, c'est-à-dire de la fin des années 60 à la fin des années 1990. Je me suis vraiment concentrée sur cette période-là. Et en fait, il y a une hypothèse qui est au cœur de mon article, c'est que le fait que l'Irlande et la Palestine aient présenté ou présentent certaines caractéristiques des colonies de peuplement a eu un impact sur la naissance, le développement et aussi le discours de ces réseaux de solidarité transnationale. Et ça me permettait aussi de mettre à distance certains autres réseaux qui émanaient de pays, d'aires géographiques qui ne partageaient pas la même histoire coloniale que l'Irlande. Je vais peut-être en dire un peu plus sur l'histoire de l'Irlande rapidement parce que peut-être que des personnes qui sont ici ne sont pas nécessairement familières. Donc, les troubles en Irlande du Nord de la fin des années 60 à la fin des années 1990 opposent deux communautés. Une communauté protestante unioniste, c'est-à-dire en faveur du fait que l'Irlande du Nord reste dans le Royaume-Uni, à une communauté catholique et nationaliste, souvent républicaine, en faveur de la création d'une république unique sur l'île d'Irlande. Et ces deux communautés, la présence de ces deux communautés en Irlande du Nord s'explique par la colonisation de l'Irlande, qui commence avec une invasion anglo-normande au XIIe siècle et en Irlande du Nord qui se concrétise au XVIIe siècle par un projet d'implantation, plantation en anglais, dont le but est de remplacer la population locale catholique par des sujets anglicans ou presbytériens qui seraient plus fidèles à la couronne britannique pour des raisons économiques, politiques, mais aussi religieuses. Il y a eu de nombreuses révoltes et rébellions. En 1800, l'Irlande fait union avec la Grande-Bretagne. Toutefois, encore pendant la période des troubles, à laquelle je reviens, de la fin des années 60 à la fin des années 90, il y a des inégalités patentes au sein de la société nord-irlandaise entre les catholiques et les protestants qui ne bénéficient pas des mêmes droits civiques, qui ne bénéficient pas des mêmes droits par rapport à la question du logement, l'accès au logement ou l'accès à l'emploi. Ce qui fait partie du contexte de la violence qui a lieu donc, pendant ces 30 années des troubles et du rejet de la présence britannique en Irlande du Nord par certains groupes, des groupes politiques comme le Sinn Féin qui est un parti républicain organisé sur l'île d'Irlande et qui a une branche armée, l'armée républicaine irlandaise. Et ce parti politique, Sinn Féin, développe à partir du milieu des années 1970 une politique étrangère. Il y a l'ouverture d'un bureau politique consacré aux questions étrangères. Et l'IRA va développer certains liens de solidarité avec des groupes en Palestine. Pour cet article, d'un point de vue méthodologique, je me suis concentrée sur les publications du magazine républicain qui est rattaché au parti Sinn Féin, qui s'appelle An Poblacht, et en particulier par le fait qu'il y a une colonne qui est consacrée à la politique étrangère dans toutes les publications, en particulier à partir de la création du Bureau des affaires étrangères du Sinn Féin. Donc, on voit de manière très claire que dans ces années, donc entre la fin des années 60 et la fin des années 1990, il y a un intérêt tout à fait particulier pour la situation palestinienne, avec une comparaison entre le fardeau colonial qui aurait été porté dans le passé par l'Irlande, en Irlande du Nord, et qui serait porté en Palestine depuis la fin des années 60, dans le contexte de la guerre des Six Jours et de la colonisation qui suit. Et l'utilisation du paradigme du colonialisme de peuplement m'a été utile pour mettre en lumière plusieurs axes de lecture qui sont mis en avant par ce magazine républicain Sinn Féin
Unphoblakt, pardon. En particulier, des questions telles que la possession de la terre. La possession de la terre et la confiscation de la terre est très importante dans le contexte irlandais. J'ai parlé du projet d'implantation en Irlande du Nord. Et associé à ce projet à cette confiscation de la terre de la population catholique, on a aussi une entreprise de civilisation, entre guillemets, de la population locale qui est considérée comme étant rustre, une population donc, qui ne partage pas la même religion que la Grande-Bretagne, donc en majorité catholique à l'origine, je le rappelle, même si ce n'est plus le cas par la suite, suite à l'arrivée de populations d'Écosse et d'Angleterre. Une langue et une culture aussi différentes, avec des coutumes et des traditions gaéliques, et progressivement une mise en place de structures de contrôle dans la vie quotidienne par l'éducation et une répression systématisée. Et le magazine républicain va s'attacher à mettre en valeur de manière tout à fait régulière et systématique une comparaison entre ce qui s'est passé en Irlande et ce qui se passe en parallèle en Palestine. Par exemple, à Belfast, il y a l'organisation d'une exposition qui s'intitule Palestine-Irlande, les parallèles, et qui est commentée par Anne Faublakt, qui met en avant le fait qu'en Irlande du Nord, cette fois, à l'époque des troubles et en Palestine, eh bien, on met en avant un statut de citoyen de seconde zone pour une partie de la population dont le sort serait marqué par des désavantages économiques, culturels et sociaux. Et on dénonce de ce fait, en utilisant la Palestine, une situation en Irlande qui est caractérisée par une institutionnalisation d'une société inégalitaire marquée par la domination protestante, notamment du Parlement local en Irlande du Nord. Il convient de souligner que le terme de colon est débattu par les spécialistes en Irlande du Nord. Certains, si on s'intéresse aux commentaires qui sont faits par différents historiens, eh bien, certains vont l'utiliser pour parler de la population protestante et d'autres ne vont pas le faire. Le premier gouverneur britannique de Jérusalem, Ronald Storrs, publie ses mémoires en 1937 et il parle, je cite, de la création d'un petit Ulster juif et loyal dans une mer d'arabisme potentiellement hostile. L'Ulster, c'est le terme qui est utilisé pour désigner l'Irlande du Nord. Donc on peut rapprocher de tels commentaires de ce qu'on appelle, ce que les spécialistes de l'Irlande appellent parfois la mentalité obsidionale de la communauté protestante en Irlande du Nord, c'est-à-dire une crainte pour son existence propre dans un environnement qu'on considère en majorité comme étant hostile. Et Anne Faublakt commente les mots de ce premier gouverneur de Jérusalem en disant que aujourd'hui, je cite donc, les Arabes d'Israël sont traités comme des citoyens de seconde zone. Ils sont soumis à une ségrégation légale en matière d'éducation, de logement et dans tous les aspects de la vie sociale. Et là, on retrouve effectivement des revendications qui sont à la fois revendiquées par les mouvements en faveur des droits civiques en Irlande du Nord, mais aussi par le mouvement du Sinn Féin qui est plus radical et l'IRA, bien sûr, la branche armée. Le deuxième grand axe que j'ai pu mettre en valeur en utilisant ce paradigme du colonialisme de peuplement, en travaillant sur les mouvements de solidarité transnationale entre l'Irlande et la Palestine, c'est autour de la question du remplacement de la population et de son élimination. Élimination avec différents sens du terme, puisque dans la littérature, Verachin souligne que on peut parler d'être physiquement éliminé ou déplacé, mais aussi culturellement effacé, absorbé, assimilé, amalgamé dans une population plus large. Et là, j'ai trouvé beaucoup de contenu dans les articles qui sont publiés au début des années 1980, en particulier en rapport avec l'invasion israélienne du sud du Liban en 1982. Et l'analyse qui est faite par les républicains
comme étant une volonté d'éliminer la présence palestinienne dans le sud du Liban, une litanie d'exactions israéliennes à l'encontre de la population palestinienne au Liban. Je voulais effectivement montrer la diapositive avec tous les titres et les photographies qui sont mises en avant par les républicains. Donc pour les républicains, j'ai pu analyser différentes situations, différentes pardon, citations qui permettent de créer des parallèles entre l'État colonial colonisateur en Irlande du Nord, l'État colonial colonisateur aussi en Palestine, avec visée de l'élimination de la population palestinienne. Donc, en tant qu'Irlandiste et spécialiste de l'Irlande, je trouvais particulièrement intéressant de voir la manière dont les grilles de lecture sont apposées sur le conflit au Moyen-Orient pour parler de la situation en Irlande, pour dénoncer des choses qui existaient en Irlande. On le voit effectivement avec les différentes accusations envers la Grande-Bretagne, mais on le voit aussi par certaines critiques qui sont amenées à l'encontre de partis nationalistes, c'est-à-dire du même bord, mais qui sont considérés comme étant euh, faisant trop de compromis envers la Grande-Bretagne, étant trop modérés. Et donc, on considère les actions menées par l'OLP en Palestine comme étant un exemple et en l'opposant vraiment à cette propension à la compromission de différents partis. Je ne vais pas rentrer dans les détails euh, pour, euh, pour aujourd'hui, mais notamment par rapport à la question de la détention administrative, par lequel on peut faire des comparaisons de nouveau entre l'Irlande et la Palestine. Et un dernier point que je mets en avant dans l'article, c'est aussi une nécessité, donc, par rapport à cette situation de résister par les armes, qui est mise en avant dans le magazine républicain, et un certain lyrisme associé à cette résistance, une sublimation de cette nécessité de la lutte qui est mise en avant donc par des œuvres qui sont présentées, aussi des extraits de littérature ou de poèmes pour lesquels on peut parfois se demander s'ils portent sur la situation irlandaise ou sur la situation palestinienne. Donc la résistance de l'OLP est vraiment présentée dans différents travaux comme une inspiration. Et les activités de la branche armée, l'armée républicaine irlandaise, sont aussi inspirés dans leur guerre d'usure contre la présence britannique, contre l'armée britannique, par ce qui se passe en parallèle dans ces années-là en Palestine. Ce que j'espère démontrer dans cet article, c'est que le soutien qu'on peut trouver en Irlande pour la cause palestinienne est assez unique en Europe occidentale du fait de l'expérience coloniale de l'Irlande et au moment des troubles en Irlande du Nord, dans aussi l'existence en héritage d'une inégalité sans cesse renouvelée entre les différentes communautés en Irlande du Nord. Donc il y a une grille de lecture qui ramène toujours à la question coloniale quand le conflit au Moyen-Orient est commenté dans le magazine. Et c'est vraiment, il me semble, quelque chose qui distingue tout à fait ces soutiens républicains à la cause palestinienne entre la fin des années 60 et la fin des années 1990, d'autres mouvements qu'on peut trouver, par exemple, en Grande-Bretagne à la même époque. Merci beaucoup, merci Marie-Violaine pour cette présentation. J'avais peut-être, avant d'ouvrir les questions à la salle, une petite question peut-être plus sur la période plus contemporaine, puisque vous montrez bien dans vos travaux qu'en fait, l'exemple palestinien, c'est en fait un miroir quoi, pour les républicains. Ils sont presque en train de se regarder en se disant, bon, bah, les Palestiniens nous informent sur ce qu'on est, sur où va notre lutte. Mm. Et puis maintenant que c'est terminé, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, comment les choses sont-elles formulées aujourd'hui et peut-être justement une autre question sur bah, cette comparaison qui en fait, si on se place du côté palestinien, le côté que je connais mieux et précisément dans les débats actuels, on voit bien aussi, et c'est peut-être même quelque part problématique, c'est que l'exemple de l'Irlande du Nord, il est
il est systématiquement souligné pour presque être imposé aux Palestiniens, de manière qui, selon moi, est assez problématique, avec une systématisation de la comparaison entre le Sinn Féin et le Hamas, puisque là, le cœur de la comparaison, il me semble, c'est vraiment aussi la lutte armée, et avec la manière dont, en fait, les États-Unis se sont emparés de ce modèle de l'Irlande du Nord, de déradicalisation, entre guillemets, de lutte contre le terrorisme, qui est appliquée de manière ostentatoire et imposée au cas palestinien, avec aujourd'hui des débats sur comment le Hamas va se transformer et se aussi laisser les armes pour devenir un Sinn Féin acceptable. Voilà. Donc c'est un petit peu déplacé cette comparaison pour l'amener sur un autre terrain qui est plutôt le regard palestinien sur ce que ça peut dire quoi, d'un point de vue palestinien. Voilà. Oui. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est terminé et pas terminé, parce que pour le Sinn Féin, c'est pas du tout terminé tant qu'il n'y aura pas une seule entité politique sur l'île d'Irlande. Et le Sinn Féin a eu des très bons résultats électoraux en 2020 en République d'Irlande, en Irlande du Nord. Depuis 2022, pour la première fois, on a une première ministre donc locale qui appartient au Sinn Féin. Et c'est la première fois de l'histoire qu'une catholique nationaliste est devenue première ministre, un poste qui avait... Enfin, les protestants unionistes avaient toujours dominé les institutions en Irlande du Nord. Ce qui peut activer justement cette mentalité obsidionale, cette peur en fait de certains protestants unionistes d'une possible réunification de l'Irlande qui pourrait être en tout cas envisagée dans un futur moins lointain que ce qu'on aurait pu penser. Il est très juste d'amener les États-Unis dans la discussion rapidement quand on parle de l'Irlande, parce que l'Irlande est extrêmement dépendante économiquement des États-Unis, ce qui pourrait, ce qui certainement influence sa politique étrangère, même si, on le sait, ces dernières années, de manière très contemporaine, puisque vous m'invitez à commenter les derniers événements, le gouvernement irlandais a reconnu donc l'État de Palestine en 2024, mai 2024, a écrit à la Commission européenne pour remettre en cause les accords commerciaux, éventuellement par rapport au respect des droits de l'homme en Israël, a soutenu l'UNRWA, maintenu les financements, donc manifeste d'un positionnement pro-palestinien au sein de l'Europe, mais effectivement, de manière pragmatique, l'Irlande est retenue par sa proximité avec les États-Unis et aussi, si on prend un point de vue un peu plus historique, à partir du moment où l'Irlande rejoint l'Union européenne, enfin la communauté économique européenne d'abord au début des années 70, puis l'Union européenne, effectivement, son positionnement en tant que pays neutre, c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit, mais la République d'Irlande a cette spécificité qu'elle se réclame d'une neutralité diplomatique et en tout cas depuis la fin des années 50 d'un non-alignement aux différents blocs. Justement par son identité d'État qui revendique une histoire coloniale et qui donc ne souhaite pas s'associer au grand bloc de pouvoir. Donc, par sa participation à l'Union européenne, par sa dépendance aux États-Unis, eh bien, la voix et le sentiment pro-palestinien qui est largement majoritaire en Irlande peut être modéré par le gouvernement, par exemple irlandais, même si effectivement il a fait des pas très récemment. La dernière partie, c'était de votre question. Non, c'était plus une remarque. Ah, sur le processus de paix, c'est ça. Oui. Oui. Effectivement, on a vu que Tony Blair avait été avait eu beaucoup plus de succès en Irlande du Nord qu'au Moyen-Orient. Il y a beaucoup de littérature académique qui s'intéresse à la comparaison entre les différents processus de paix. D'ailleurs, c'était intéressant dans les articles que j'ai lus qui portent sur les années 1990. On voyait on avait l'impression que la paix se dessinait en fait au Moyen-Orient dans les commentaires qui sont faits par les républicains et pas en Irlande du Nord. Alors que maintenant,
Voilà, c'est l'inverse. Effectivement, beaucoup de comparaisons sont faites, à tort ou à raison. Un des aspects dans la solidarité envers la Palestine qui est manifestée par l'Irlande, c'est ce rôle de conseiller, puisque nous, on est arrivé à faire la paix finalement. Et alors, conseiller, c'est un rôle qui est un peu délicat. Est-ce qu'on veut effectivement euh, prendre ces conseils? Qui sont les interlocuteurs? Et est-ce qu'on veut apposer un moule figé sur une situation entièrement différente? Effectivement, comparer le Hamas au Sinn Féin paraît tout à fait, je dirais ridicule si je ne modérais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que les acteurs politiques eux-mêmes vont s'emparer de ces modèles pour essayer de se légitimer auprès des acteurs internationaux, etc. Donc Khaled Meshal, il passe du Sinn Féin à l'Algérie, en fait. C'est-à-dire qu'il va à la fois nous dire, bon, bah, il y a eu 1 500 000 morts en Algérie, le novembre 54, c'est le 7 octobre. Et en même temps, ne pas hésiter aussi à s'emparer de ce modèle nord-irlandais quand il s'agira de discuter avec des acteurs internationaux pour une sortie, voilà, ces discussions en cours sur l'avenir de la bande de Gaza, etc. Mais voilà, en fait, c'était une remarque pour vous dire que cette comparaison Irlande du Nord-Palestine, en fait, elle est à la fois, les tenants du settler colonialism peuvent s'en saisir pour justement mettre en exergue cette histoire de lutte d'indépendance, de mouvements révolutionnaires, de perspectives croisées pour l'indépendance. Et en même temps, comme vous le disiez, dans toute cette période d'Oslo, et c'est toujours travaillé aujourd'hui parce qu'en fait, on est dans un courant de sciences sociales qui est toujours un peu dépendant, on le sent, des pressions politiques. Et tout ce courant-là qui a voulu en fait nous dire que les processus de paix étaient comparables ou comparés, bon, on voit bien aujourd'hui que les unionistes, les Israéliens, enfin, c'est quand même compliqué quand on voit ce qui se passe aujourd'hui de continuer de penser cette comparaison comme possible, quoi. Enfin,